I understand we can now enter to the serious discussion about the history of linguistics, past, present, and future. And I think we can make it very easy when I say, le passé, c'est moi. So we don't have to talk about me. We can enter into the present, especially what is going on, how many activities there are, and I think I very much believe from this conference there will be the good news about historiography of linguistics spread into many areas where they hardly had an inkling before. Now there will be 4 speakers, and I decided, given the time, I made some calculation, it would be good if each of them had about 10, 15, 12 minutes time to make a presentation. Then the presentation was open for questions and discussion, 5 minutes or a bit more. Then the next speaker was allowed to express his ideas, and ainsi de suite. So the first speaker is my long-time colleague and néanmoins ami, Hado Dida here. Our friendship goes back to 75. I think that was the Dietz conference. And so he will be the first speaker. And he will be given his presentation in French. I'm very happy because Spanish is not my forte. But you're free now, and you speak from here. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est la première chose que j'apprends ici, que je commence. Je n'avais pas d'informations du tout sur ce que j'allais dire, donc pour moi, ça va être une surprise. Pour toi-même, tant mieux. J'avais cherché une idée de départ et je me suis rendu compte que, enfin, on célèbre ici un centenaire. Un centenaire d'un linguiste très fameux américain qui, il y a 100 ans, est venu en Allemagne pour approfondir l'allemand et de cultiver encore plus la linguistique introduite à ce temps-là en Allemagne, donc les néogrammériens. Je vais parler de Bloomfield. Donc, certainement quelqu'un de très important et qui, à l'époque, il avait commencé comme lecteur d'allemand à son université, Chicago, et pour avoir le droit de monter en grade pour devenir un vrai professeur, il devrait, à l'époque, approfondir ses connaissances en allemand. Donc, Bloomfield est parti en Allemagne en 1913, donc l'année précédente à cette conférence-ci, et il est allé à Leipzig, mais en 1914, il y a 100 ans, il est à Göttingen pour approfondir encore plus ses connaissances de l'allemand. Et comme on le sait très bien, il a utilisé beaucoup le savoir acquis dans ces universités, et surtout, il a contacté, parlé, étudié avec beaucoup de professeurs allemands de l'époque. Et il est rentré chez lui, et pour le reste de sa vie,
aux États-Unis, vous le savez probablement mieux que moi, je ne suis pas un linguiste dans ce sens-là, mais plutôt je viens d'une certaine façon de l'école néo-grammairienne. C'est ma formation à moi. Mais je voulais insister sur le sujet là parce que ça montre un problème qui, d'une façon ou d'une autre, est actuel pour nous tous. C'est la langue ou les langues qu'on cultive dans des colloques, dans des congrès, etc., ce qu'on cultive comme métalangue, etc. Si c'est l'anglais qui s'impose aujourd'hui un petit peu plus qu'au temps de Bloomfield, pour Bloomfield, il était très important, imprescindible même, de savoir l'allemand. Aujourd'hui, les choses ont changé. Avec cette petite excursion, pas une anticipation à l'excursion de cet après-midi, avec cette petite anticipation, je veux venir au temps actuel. Et c'est plutôt des questions que je vous pose que des réponses toutes faites que j'essaye de donner. Peut-être la discussion donnera l'opportunité d'approfondir, mais ce qui a appelé mon attention tout récemment, c'était un article ou une information qui passait par les journaux en Allemagne. Donc vous voyez, je reviens et je reste dans ce sens-là dans mon pays natal. L'information est la suivante. Une université très importante en Allemagne, celle de Munich, a décidé de passer tout l'enseignement, je souligne tout l'enseignement, à partir du semestre d'hiver en anglais. Donc l'allemand ne sert plus pour l'enseignement, il sera utilisé uniquement dans les cours de formation des professeurs des lycées. Là, on l'utilise encore, mais toutes les autres disciplines vont être enseignées en allemand. En anglais. En anglais. En anglais. Oui. Merci beaucoup. Oui. Il me corrige comme il l'a fait. C'est ma job. Correcteur. Non mais, grand merci. Oui. Je voulais avancer ces idées-là dans cette table ronde parce que, si je le vois bien, beaucoup dans ce monde-là, l'anglais est devenu une langue prépondérante, même qui s'impose partout, on est obligé de l'utiliser. Moi, je suis trop vieux pour y passer. Je resterai avec les langues que j'ai apprises au lycée et puis plus tard à l'université. Donc, mes langues resteront les langues préférées, c'est le français et l'espagnol. Et donc, voilà. Et je crois on se voit menacé par cette façon de monopoliser l'expression universelle. J'aurais aimé voir plusieurs façons de s'exprimer admises à la fois. Et c'est ce que j'apprécie avec mon ami Konrad Körner. Il me dit toujours, tu peux écrire en n'importe quelle langue, on publie en allemand, en français, en espagnol, même en espagnol plus rarement, mais on le fait. Oui. Et il est
nettement plus libéral de ce qu'il paraît normalement. Grand merci, Conrad, pour cela. Mais je dirais, je vois aussi un petit danger dans cette universalisation de la langue anglaise. Il y a une dizaine d'années que j'ai vu à Madrid, en sortant de l'Espagne à l'aéroport, une revue américaine qui disait, les étrangers, je traduis en français, les étrangers vont abîmer notre langue anglaise. Et ils la dominent. Donc, laissons à ceux qui veulent l'écorcher la possibilité. Oh oui. Moi, je ne le fais pas. Mais je crois que c'est une tendance qui domine beaucoup l'université. Et je crois que c'est pas à l'avantage de ce qu'on fait. On devrait respecter d'autres langues. Ce n'est pas un plaidoyer pour ma langue natale. Il y a d'autres langues, d'autres mères ont de jolies filles. Donc, je parle de langues. J'aimerais pouvoir m'exprimer en d'autres langues, mais le français et l'espagnol me suffisent. Et bon, voilà. Il a fait signe que je dois me taire et je le fais. On aura certainement la possibilité de revenir à ce problème-là. Merci beaucoup. Oui. C'est à nous autres de nous remercier. Et je suis très content que tu as soulevé ces questions-là qui semblent vraiment affecter toute la culture dans les différents pays. Et peut-être vous avez des réponses aux problèmes que M. Nidey a soulevés. Soyez libres de entrer en discussion. Peut-être il y a des expériences pareilles que vous avez trouvées dans votre propre pays, où il y a aussi cette sorte de marche de l'anglais. Et les gens oublient que pour ça va bien l'anglais, vous avez besoin d'une bonne base de latin. Ça, pour moi, pour une langue anglaise éduquée, c'est pas assez pour acheter un cup of coffee. L'anglais est vraiment une langue potentiellement très érudite. OK, les questions, s'il vous plaît. Le latin disparaît aussi en Oui, Allemagne. c'est ça, oui. Oui, OK, dans le cas vous pouvez le discuter plus tard avec M. Nidey, si vous avez des idées. OK, vous? En anglais ou en français, s'il vous plaît? Can I speak in English? Yes. Of course. Yes. Because I'm terrible at French, I'm sorry. Thank you. I'm terrible at French. But I did catch the gist. And I was wondering, what is your opinion about English being institutionalized? Do you think that people will hate English? Do you think other languages will disappear? Is there any possibility of this ever happening? Avoiding it. No. That's my question. I mean, Yeah. it's rather ridiculous, I know, Yeah. but I'd like to know your opinion. And it can be in French. I think I can understand enough. May I answer the question for Professor Nidey? I think at home people will continue to speak Bavarian, of course, in Munich. No problem of English.
you know. So, and of course it's important for the people in the sciences to have a decent knowledge of English. I remember there were different times, still in the 1950s, where at MIT was a modern language department where German was taught, and I think also French. So at that time, after the war, there was a period where they wanted to find out many, many things, also for the sciences. Because of the physical sciences, Germany was extremely important, but this is now all gone, of course. And now we believe they invent everything, but they don't. Yeah. Now we have our next speaker, et j'ai le plaisir de vous présenter Monsieur Colomba, qui préfère d'être debout. Ok, vous pouvez même vous présenter ça. Et je vous remercie. Pour ma part, je regrette un petit peu qu'on ne parle plus latin, parce qu'au XVIe siècle, c'était la langue de communication, mais moi-même, je serais très gêné si j'avais à parler latin. Je peux le lire, l'écrire plus difficilement, et je pense que l'époque est révolue. Alors, passé, présent, futur d'une discipline comme l'histoire des théories linguistiques, c'est un programme qui fait peur. Et qui m'a fait peur quand on m'a proposé de participer à cette table ronde. Et je me suis demandé, au fond, si j'étais du côté du passé, ou du côté du présent, ou du côté du futur. Alors je pense que je suis plutôt du côté du passé, un peu encore dans le présent, mais quand même, notre travail, c'est toujours d'envisager le futur. Donc je vais partir en fait d'une petite partie du rapport de l'équipe à laquelle j'appartiens, l'histoire des théories linguistiques. C'est une citation en fait de son directeur de l'époque, Sylvain Auroux, et qui disait que dans la discipline, il fallait obtenir des résultats. Alors voilà ce que c'est qu'un résultat selon lui. Par résultat, en histoire des théories linguistiques, il faut entendre soit l'établissement d'un fait jusque-là inconnu, soit la constitution d'un modèle descriptif ou évolutif correspondant à une certaine classe de phénomènes, soit la confirmation ou la falsification d'un modèle connu, soit enfin la constitution de matériaux de base, édition critique, dépouillement d'archives, bibliographie, synthèse. Ce qui manque, c'est les bases de données. Et les bases de données n'apparaîtront, cette citation date de 1987, et elles n'apparaissent que dans le rapport de 91, quelques années plus tard, et voilà ce qu'il en était dit. Les banques de données actives dans nos programmes doivent essentiellement être conçues comme des fichiers informatisés à usage interne, dont le rôle essentiel est pour l'instant de cumuler l'information. Le passage à une autre dimension n'est pas encore à l'ordre du jour, même s'il est éminemment souhaitable, et nous y réfléchissons constamment. Alors, ce que je dirais, c'est que c'est de l'histoire récente. On était en 91, et aujourd'hui, les bases de données existent. Notre laboratoire est à l'origine de deux d'entre elles. Il y en a d'autres qui existent. Parmi nous, il y a déjà des collaborateurs à une des bases qui sont présents ici en la personne de Jean-Marie Fournier et de Wendy Ayers-Bennett. Et puis d'autres bases ont été constituées, je pense par exemple à celle de Patrick Serriot. Alors, vous avez sous les yeux quelques images. Je vais faire passer des images un peu rapides. Je sais très bien que elles sont trop détaillées, c'est beaucoup trop petit pour que vous les voyiez en détail. Mais ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est à partir de ces images, ce qu'on a pu faire, ce qu'on fait actuellement, les difficultés qu'on éprouve et ce qu'on peut faire à l'avenir. Alors ici, vous avez un tableau chronologique qui correspond en fait, je reste ici parce que sinon vous ne m'entendrez plus, en fait à des notices descriptives d'ouvrages. Et si vous regardez le chiffre final que vous ne voyez pas, en fait, il est de 597. À vrai dire, j'ai un tout petit regret, c'est que je pensais qu'on passerait les 600 pour Eccles. Et nous ne l'avons pas atteint. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans la rédaction de ces notices, qui sont des notices descriptives d'ouvrages,
Nous avons beaucoup de collaborateurs et j'ai le plaisir de dire que nous en avons ici à Vila-Real, puisque des notices sur des traités orthographiques portugais, sur des grammaires portugaises, sur des grammaires brésiliennes sont en cours d'élaboration. Elles n'ont pas pu être rentrées encore, mais elles le seront bientôt. Je voudrais changer d'image. Voilà. La base existe et il est possible de mesurer sa fréquentation. Nous avons un outil qui nous permet de voir cette fréquentation. Et vous voyez tout de suite quelque chose qui est un tout petit peu gênant, c'est ça, ce passage-là. Qu'est-ce que c'est ? C'est un gros orage sur Lyon. Hein. Et pourquoi ? Eh bien, une panne électrique. Mais Dieu merci, la base est repartie ensuite. Donc nous avons une fréquentation, évidemment la France est le pays qui exploite le plus la base, mais nous avons ensuite, d'après ce que je vois, l'Allemagne, l'Inde, les États-Unis, les Philippines, la Belgique, le Canada, etc. Avec une fréquentation qui évolue au fil du temps. Je pense que je peux changer. Oui, je peux changer comme ça. Ici, vous devez voir encore moins, j'en suis désolé, c'est une fréquentation par ville. Alors évidemment, c'est tout petit. Évidemment, vous voyez, le gros rond constitue la France qui se trouve ici, et puis l'Europe ici. Mais vous voyez que la base est exploitée aussi ailleurs. Et évidemment, elle est rédigée en français, sa métallangue est le français. C'est évidemment un handicap pour sa diffusion. Et évidemment, le souhait le plus cher que j'ai, c'est qu'elle ait une interface en anglais et éventuellement en d'autres langues. Ça sera le cas pour justement les grammaires portugaises et brésiliennes, puisque nos collègues sont en train de monter un site parallèle qui ressemble au nôtre, mais qui a ses spécificités. Et il y a une sorte d'essaimage de la base, essaimage qui a lieu aussi en Slovénie, puisque nous avons un collègue slovène qui monte également un programme qui s'appelle CTLF in Slovenia. Ici donc, vous avez la description très rapide du site. Je voudrais passer rapidement. Ce que je voudrais faire surtout, c'est vous montrer les problèmes, parce qu'il y a des problèmes, et comment on les résout, hein, parce que tout problème est soluble, et on doit pouvoir le résoudre. Alors ici, je vous montre en fait une bibliographie. Là aussi, elle illustre bien un problème qui a existé, c'est que nous sommes passés à un moment donné sur une bibliographie en ligne dans ce qu'on appelle le cloud computing, comme on dit, hein. Et cette bibliographie était très peu exploitée par nos utilisateurs, nous le savons, et en plus elle présentait un défaut, c'est que le gestionnaire de la base de données abandonne le logiciel qui permet de l'exploiter. Donc résultat, nous sommes revenus à l'ancienne bibliographie qui ne comporte que 2990 références, c'est-à-dire pas toutes les références afférentes aux notices. C'est une partie qui doit être complétée. Ici, vous avez la base d'images, avec quelque chose, un autre problème qui se pose dans les bases de données. Je ne sais pas si vous le voyez, mais vous voyez, il y a un petit livre, ça doit être minuscule pour vous, qui est soit bleu, soit rouge. S'il est bleu, ça veut dire que le texte est accessible. S'il est rouge, ça veut dire que le texte est sous droit et que les éditeurs ne nous donnent pas accès au texte. Et ça, c'est un problème que nous avons résolu. Je vous dirai comment. Ici, je vous propose une table des matières dépliées, hein, c'est-à-dire que nous avons accès au texte par des images, avec une table des matières qui se déplie. Là aussi, vous ne pouvez pas voir beaucoup, mais vous voyez au moins comment ça se présente. Et ce que je voudrais dire ici, je passe à une autre base qui a été conçue à partir des travaux de l'équipe et en accord avec l'université de Cambridge, représentée par Wendy Ayres-Bennett. C'est une base qui concerne les grammaires françaises pour le moment de la Renaissance et du XVIIe siècle et des remarques sur la langue française. Mais nous sommes en train d'augmenter cette base pour y ajouter au moins les grammaires du XVIIIe siècle et peut-être plus tard les grammaires du XIXe siècle.
Alors, se pose une question, quand on représente comme ça, quand on décide de la représentation d'un ensemble d'ouvrages, il faut sélectionner les ouvrages. Et la sélection des ouvrages, c'est quelque chose de très difficile. Je vous ai mis au tableau une notice concernant un ouvrage qui m'avait beaucoup frappé. C'est un ouvrage japonais, en fait, qui est constitué simplement par un tableau. Alors, comment un tableau peut être une grammaire de référence? Eh bien, tout simplement parce que ce tableau va conditionner ensuite la description. Et la tradition japonaise doit énormément à ce tableau. Donc, la représentativité des ouvrages est une chose difficile à établir. J'ai une autre façon de vous la montrer, c'est dans le grand corpus des grammaires françaises de la Renaissance. Vous ne voyez pas les titres ici, mais vous voyez qu'ils sont inscrits. Et si on regarde la diversité des titres, on s'aperçoit qu'on a des ouvrages très difficiles. Alors ça m'amène à un concept qui avait été développé aussi par Sylvain Auroux, c'est l'idée d'une image sérielle. C'est-à-dire que, au fond, établir la représentation grammaticale sur le long terme, ça peut se faire par une sélection d'ouvrages, et cette sélection d'ouvrages constitue une série. Mais il me semble que l'avenir de la discipline, ça sera d'améliorer nos séries et de les modifier. Et pour les grammaires de la Renaissance, c'est tout à fait typique parce que par rapport à la série initiale que nous avions fait, nous avons ajouté d'autres ouvrages dans ce corpus qui sont d'une nature différente, mais qui nous ont semblé essentiels. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a affiné la série et c'est ce que nous voulions faire. Alors, autre difficulté que j'illustre ici, je ne sais pas si vous le voyez tout à fait au début ici, vous avez une grosse panne. Alors là, c'était une panne plus grave, c'était une panne qui concernait toute la base et qui était due en fait à une canicule à Lyon, puisque c'est l'université de Lyon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les outils que nous mettons au point, il faut assurer leur pérennité. Et la pérennité, il y a des tas de problèmes. Il y a la pérennité technique, comme ce genre de problème qu'il se pose. Il y a la pérennité du vieillissement de l'outil, parce que certains de nos outils sont anciens et vieillissent mal. Il faut les renouveler. Mais renouveler une base de données, un moteur de recherche, c'est très difficile à faire. Je prendrai un exemple, c'est la base Frontext, qui est une base française de texte qui ne concerne pas uniquement la linguistique. Et au fond, on compare souvent Frontext à une 2 chevaux dont on aurait voulu 2 chevaux Citroën, je ne sais pas si c'est parlant pour tout le monde, dans laquelle on aurait voulu mettre un moteur de Ferrari. Et ça ne marche pas très bien. Et ça, c'est un genre de problème que nous avons à régler. On nous a reproché aussi de ne pas lématiser les textes, de certains de nos textes. Alors, ça nous a été fait, le reproche nous a été fait pour le grand corpus des grammaires françaises, et je ne me voyais pas en train de lématiser des grammaires françaises en latin avec la variété possible des termes. Et là, je vous ai mis la lématisation des formes du verbe amo, j'aime, qui sert très souvent dans les grammaires. Dans le corpus latinorum grammaticorum, vous avez l'ensemble des formes. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette lématisation, ça se fait avec des machines, tout simplement. Mais ça ne se fait pas à la main. Et ça, c'est un autre écueil des bases de données. Il ne faut pas essayer de tout faire à la main. Là, ici, je vous ai mis cette image pour vous montrer aussi que par des outils comme Frontext, nous avons la possibilité de faire des recherches à partir de critères comme la flexion ancienne, la flexion médiévale. Et tout ça, c'est possible tout simplement parce que derrière, il y a d'énormes listes et ces listes ont été formées par accrétion. Voilà, je vous remercie. Je me doutais que je serais un peu long. Alors, dans la minute qui me reste, si vous voulez bien, je vais essayer de vous montrer quelques images de recherche. Alors, vous voyez, c'est l'image 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Bon. Alors, en une minute, ça ne fait pas beaucoup de temps, pas beaucoup de secondes pour chacune d'entre elles. Je vais peut-être exposer simplement le problème. Je pense que les bases de données nous servent à affiner la recherche. Et je prendrai comme exemple l'association de noms plus substantifs et de verbes plus substantifs. On sait que le verbe substantif exige ses prussiens, verbum substantivum. Il va être réactivé, par exemple, à Port-Royal et dans la grammaire du XVIIIe siècle.
On sait aussi que le nom substantif n'existe que depuis le XIIe siècle, avec la partition du nomen en adjectivum et substantivum. Et au fond, l'hypothèse que je faisais, c'est que on devait, sur la durée, avoir sans doute une fréquence plus grande pour non substantifs. Pourquoi ? Eh bien parce que dans beaucoup de langues, comme en allemand par exemple, on continue à désigner le nom par substantif, et il me semblait que cette tendance avait dominé. Et si on regarde, alors je ne vous montrerai pas parce que je ne veux pas dépasser ma minute, si on regarde notre base, on s'aperçoit au contraire que chez les linguistes modernes, comme Ténière, comme Vindries, alors moderne entre nous, moderne, une certaine modernité, eh bien on voit que l'expression verbe substantif est beaucoup plus fréquente que l'expression non substantif. Je vous remercie de votre attention. Bon, la discussion ou la présentation est ouverte à des commentaires et il y a certainement certaines parmi vous qui font de la recherche du français du XVIIe, XVIIIe siècle. Je ne voulais pas donner un nom pour vous faire mal, mais ça se peut qu'il y a certaines qui auraient encore des questions sur la méthode, par exemple, sur la façon de ramasser les données et les interpréter, etc. Je crois. Oui. Merci beaucoup. Je pense que nous pouvons apprécier beaucoup cette possibilité d'avoir en ligne des ressources aussi de base fondamentales et aussi des procédés pour les interroger. Et je pense à la lemmatisation et à des autres possibilités ultérieures d'annotation automatique et pas seulement manuelle. Vous avez souligné que l'importance de l'interface dans plusieurs langues multiplie la possibilité d'évaluer ces ressources, et je pense que ceci est une réponse à la première question qui a été posée, c'est-à-dire l'accessibilité par une langue comme la langue anglaise, peut être appréciée, mais pas comme outil exclusif. Et je pense que la multiplication des interfaces ne peut pas supprimer la multiplicité des langues des textes et des bases de données en plusieurs langues. Le plurilinguisme doit être une ressource. Voilà, alors, je peux peut-être répondre là-dessus. Nous l'abordons de deux façons, le plurilinguisme en quelque sorte, puisque beaucoup de grammaires françaises, parmi les premières grammaires françaises, elles sont rédigées en latin, tout simplement parce qu'elles sont pour les étrangers. Bon. Mais pensons à l'éclaircissement de la langue française de Palsgrave, l'ouvrage est rédigé en anglais. Donc ça, c'est une première nécessaire interface. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que la partie CTLF comporte beaucoup plus de textes anglais que de textes français. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la linguistique est internationale, bien évidemment, et si nous avons tellement de textes en anglais, c'est parce que nous avons, par exemple, Bloomfield en anglais, en libre accès, Sapir en anglais et en traduction, et très souvent nous avons les deux textes, ce qui permet des comparaisons. Les langues qui nous manquent, nous avons un peu d'espagnol, nous avons par exemple Hervás y Panduro, le premier tome que nous avons pu publier, nous essayons de procéder comme ça. Pour l'allemand, nous avons plus de difficultés parce que traiter les textes allemands, pensons au Mithridate d'Atlung et Vater, par exemple, nous avons un texte qui a été traité par notre collègue Barbara Kaltz. C'est des textes souvent qui posent de gros problèmes et des problèmes de transcription. Je prendrai le cas du mémoire de Ferdinand de Saussure, il est rédigé en français, mais pratiquement ça a été 245 heures de correction parce qu'il y a énormément de caractères spéciaux, il y a du grec, mais il y a de la reproduction du zan, du sanskrit, etc. Et donc, évidemment, c'est chronophage. Ce genre de travail est chronophage. Le travail sur le CTLF, c'est à peu près 7000 heures. On a passé les 7000 heures
parce que j'ai un collègue qui comptabilise tout le travail que nous faisons. Nous sommes comptabilisés, nous sommes venus des sortes de machines, des machines à calculer le temps que nous passons. Ça montre la difficulté des choses. Mais ce qu'il faut faire, c'est évidemment utiliser les machines, parce que les machines font des progrès sensationnels. Merci beaucoup. On devait naturellement pas oublier de faire une traduction, je ne sais pas en français aussi, de Cardulaire, qui je trouve très important. Même s'il y a des petites difficultés, des concepts, n'est-ce pas? OK. Je pense qu'on est maintenant libre de passer à notre troisième présentateur. C'est Pierre Swigers, de l'Université catholique de Louvain. Et heureusement, il donne sa présentation en anglais. Il aurait aussi être libre d'offrir ça en flamand, mais je pense que l'anglais un peu mieux. Prezados colegas, queridas y queridos colegas, chers collègues, liebe Kollegen und Kolleginnen, beste collega's, dear colleagues. The present roundtable, to which I was kindly invited to participate by the conference organizers, is in my view an appropriate occasion to reflect once again upon some aspects of our business. The polyphony of our small cenacle could have been extended so as to include Spanish, Portuguese, German, and on my behalf, Dutch, which, although not an international Congress language, is one in which a considerable amount of linguistic historiographical work has been done and is being done. Because of concern with the axiomatically prior requisite of communication, namely mutual understanding, I wisely refrained from going Dutch. After all, much, if not all, of our historiographical endeavor hinges on understanding. And that, after all, is a complex matter. I may recall here a confession once made by Kurt Gödel to his colleague Karl Menger on coming away from a meeting of the Vienna Circle. The more I think about language, the more it amazes me that people ever understand each other. Gödel's statement was about understanding each other in the same language. One can imagine the even greater perplexity we face if we consider the fact of communicating in different languages about the histories which are told also of the study of language. I can only hope that at least part of what I will say will be material for understanding and for discussion. This brings me to my first point. What is discussion about historiography good for? In other words, what is meta-historiographical discourse good for? If we agree to define linguistic historiography as the study of content forms, contextual configurations, dynamic process of linguistic knowledge, and so content forms, that means types of text and of series of text, a concept which has been elaborated by Gerda Hassler, types of techniques and approaches, contextual configurations that, for instance, authors, networks of authors, institutions, political entities, social and cultural and political economic settings, and of course, linguistic situations. Dynamic processes I have dealt with in a contribution to the Festschrift for Els Elfers. So if we agree to define linguistic historiography in that way, it seems to me that meta-historiography should serve to improve our understanding of these various components or dimensions. This supposes that underlyingly there is a distinction, we can call it a tension, both in a diachronic and a synchronic perspective, a tension between proper and improper, or less accurate, less adequate understanding. And for the latter, we can specify, if necessary, between partial understanding, biased understanding, and even plain misunderstanding. Improving our understanding can be achieved through various means.
you have the keywords, documentation, contextualization and perspectivation, and hermeneutic apparatus. Documentation, that concerns the better heuristic conditions, information available on sources, critical editions, accurate translations, etc. Contextualization and perspectivation, it's widening and improving the interpretive embedding. And then hermeneutic apparatus, it consists in devising types of objective and comprehensive analytical models that allow a textual approach which is fine-grained, critical, and sufficiently empathic. And of course, we have to avoid the danger of imposing one model. I recall here the statement by Bill Croft concerning academic fundamentalism, which we have to avoid. Looking at the past and present of linguistic historiographical research, it seems to me that much work has been done in the field, especially in the past few decades, towards creating the necessary and sufficient conditions for a more proper understanding of content forms, contextual configurations, and dynamic processes of linguistic knowledge. More specifically, it seems to me that over the past few decades of historiographical work, an important contribution has been made in giving more materials, in providing more materials, providing more descriptive, explanatory accounts with respect to the four basic questions that are at the center of our discipline. You have them here. What kinds of linguistic knowledge have occurred over the past? Through which processes has linguistic knowledge been produced, diffused, and received? How have the knowledge contents been framed? And in what types of contexts has linguistic knowledge been produced, transmitted, received? This brings me to a second, more empirical point. Looking at the body of publications in linguistic historiography, which have heaped up over the last 36 years, the time span that has elapsed since the first ICOS conference in Ottawa, we can safely state that in general we have a better and deeper knowledge of the history of linguistics than those of our linguistic predecessors of the 1950s or 60s who were also interested in the history of our discipline. Of course, this is to some extent simply a matter of consequence of information accretion over time. But more interestingly, the extension and deepening of our knowledge can be explained by three major improvements. You see the metaphorical terms familiar to those who are interested in racing: pole position, pit facilities, and circuit. Pole position, we have a more comfortable threshold position. There has been a considerable extension of available source materials, including manuscript materials, of critical editions and translations of text, and we also dispose of a number of excellent bibliographical research tools, for instance in Spanish or Hispanic linguistics, thanks to Hans-Josef Niederer and Miguel Esparza, and of course of text corpuses, the corpus of fundamental text, and then the corpus or corpuses directed by Bernard Colombin, Jean-Marie Fournier, and Wendy Ayers-Bennett. Pit facilities, here I refer to the much improved organizational setting inside and outside the field, specialized journals, societies, conferences, networks between scholars, extant electronica, archives, databases, etc. And then circuit, we have a much improved methodological environment. Apart from an increased sense of interdisciplinarity, historiographers profit from the discussion of goals, methods, and models which are provided in the extant meta-historiographical literature. And here I want to pay tribute to two excellent friends, the two Dioscorides of Münster, Peter Schmitter and Klaus Dutz. Speaking of changes, comparing past and present is always a complex matter, not only because we often have to compare things that took place and are taking place in different constellations, but also because the concept of change has to be handled with care.
just as in historical linguistics, by the way. Remember the statement by Roger Lass that our statements about change are correct at a macro level, but mostly incorrect at the micro level. At the outset, it is important to define temporal frames. In order to do this, I will resort to the useful distinction between long-term, mid-term, and short-term chronological spans. Long-term, if we attempt a bird's-eye overview of the slightly more than 2 centuries history of linguistic historiography, if we start with François Thureau, we can say that early historiography was primarily concerned with the history of general grammar. Later 19th century and early 20th century linguistic historiography was mainly of 4 types. History of ancient grammar and philosophy of language, think of the work of Classen, of Lerche, Steinthal. History of grammatical teaching, Charles Thureau, Johann Babler. History of classical and oriental philology, Grevenhahn, and then later, of course, Benfey, Boursian, Gudemann, and Sandys. And history of historical comparative linguistics, Delbruck, Thompson, Pedersen, etc. From the second third of the 20th century on, historiographical work has on the one hand concentrated on the history of historical comparative grammar, also on the history of national or national language-oriented grammatical traditions, and also the history of new trends such as dialectology, think of the work of Jorgo Jordan. But it has also, on the other hand, focused, especially from the 1960s on the history of theoretical currents. First structuralism, with a splendid article by Hans Helmut Christmann, and then specific later types of linguistic models. The general evolution in terms of scientific embedding over these 2 centuries is one from historical curiosity as a leisurely common occupation to historical involvement as a more or less substantial side interest, to linguistic historiography as an institutionalized profession. At the risk of oversimplification, we could also attempt some featureization using parameters with binary rating, such as overall coverage, nationalism, valorization, interest in language in its social role, use of historiographical model, interdisciplinarity, etc. Mostly, we would see an evolution towards an increasing appearance of pluses. Midterm, if we compare the present situation of linguistic historiography with the situation prior to the 1970s, we can notice a number of major differences, so quantitative, qualitative, etc. You just have to compare the size of the first conference, the first Eccles Conference handbook with the one you have today. Short-term, although it's a delicate matter speaking about short-term developments, it seems to me that in recent years we notice, apart from the proliferation of market-driven manuals, handbooks, companions, etc., an increase of historiographical work devoted to national or local traditions. I had the examples of the editions or re-editions of works by Michelena in Vitoria-Gasteiz or Max Leopold Wagner's work on Sardinian language and culture. I will skip that. Let's go to the future. As we know from Aristotle's discussion of the sea battle in the Perihermeneias, a crucial text about understanding, by the way, contingent events in the future belong to the realm of the probable, the possible, or the likely. Given this indetermination, we can take different views of the future. Prophets, gamblers, politicians on the eve of elections tell us the future in ways very different from how the reserved bookkeeper sees it, and without any doubt from the way it is adumbrated by the prototypical depressed person so superbly portrayed in Pierre Danino's Le 36e Dessous. As historiographers, we are accustomed to look at the past, not to the future, and we do not swiftly indulge in enthusiastic rhetoric of the type, "Can we do better? Yes, we can." Our favorite stand, at least my favorite stand, is more like that of a great linguist, Homer Simpson. I don't know. Still, I'm coming to the end. Still, if pressed to say something about future directions in linguistic historiography, I would say that apart from an extension of historiographical work in terms of more
figures and texts that will be studied. I expect an increase of detailed studies on the history of linguistic concepts and terms, as well as an extension of historiographical work on national traditions. On a more general level, I expect that language historians, historiens de la langue, historiadores de la lengua, will turn their attention increasingly towards the history of the interest taken by linguists in the past, interest taken in the evolution of the language in question. And if I were pressed to make a declaration about tasks for linguistic historiography, I would single out two major tasks. You can read them as, on the one hand, oratio pro nobis, and on the other hand, oratio pro domo. The first one is a pragmatic task, namely to ensure or to consolidate the place of linguistic historiography within academic teaching and research, which I feel is the essential condition for a discipline's, and let's use a very modern fashion-like term, sustainability. The oratio pro domo, it's the contentive or content-oriented task in order to show the relevance of linguistic historiography for understanding linguistics and for understanding language. It seems to me that we should encourage the approach of the history of linguistics as a history of techniques. Histoire des techniques, a well-established discipline in France, namely the techniques for segmenting, classifying, comparing, labeling, implementing linguistic forms. I end with a envoi. It's in fact a quotation from the last part of a paper which will be published in the Boletim de Historiografia Linguistica, directed by Christina Altmann and published by her, she calls her Meninas, in Sao Paulo. Nothing to do with the famous painting of Velázquez. I read very briefly the substantial part of it, reflecting upon one's objectives and tasks, paying attention to historiographical and meta-historiographical principles and considerations is one thing. Another thing is doing historiographical work. It is engaging in history writing. That experience is a constant exercise of self-education and self-improvement, and of interaction with the past and present of the discipline. The exercise is difficult but rewarding. The field is large but inviting. And then you have some kind of reference to Bloomfield. And this is a list of narcissistic references. You know that historiographers are quite narcissistic, so I've put a lot of it. Okay, my turn for a moment. I think there would be lots of subjects to discuss regarding methodology, soi-disant epistemology, and so on in the historiography of linguistics, but we are short of time, so therefore maybe only one question I would permit today, with regret, of course. Yeah. Who wants to be the courageous one? Okay, Tony. Stand up. Actually, you were talking about national traditions, but if you take the 17th century and the 18th century, there are actually in linguistics no borders. For instance, the Hebrew grammar of Schultens, 18th century, was reprinted in Klausenburg, that's today called Cluj, in Romania. And you know, there are actually no borders in linguistics, you know, they go over the borders, and you can see that easily. That was the reason why I also added national language-oriented traditions. So you have these these historiographical treatments of, for instance, History of Italian Grammar by Trabalza. And so where it's in fact oriented to, and at that time, of course, he wrote within a nationalistic perspective, beginning of the 20th century. So that I didn't want to imply, I would say, a very heavy load with the term national. Yeah, for instance, if you see in the 17th century, the grammar of Vossius was consulted by Arnaud, was consulted by Wilkins, and by nearly everybody in Europe. And that's so there are no national borders in linguistics, actually.
but there are among linguists. So, so we had to think about it. Thank you. Okay, our last but not least speaker is Nicola McClelland of Nottingham. And I will be surprised to hear something which I haven't heard before. Okay, well, the first picture that I've got here is to show you a sort of an apologia, if you like. I can only talk about my perspective. So here I am standing, there's a whole world of history of linguistics, and I can only talk about the little bit that I know. My past is very short, so I'm going to say very little about it. I guess my conversion, if you can call it that, it was a bit of an epiphany, was when I joined Vivian Law's lectures in 1997 at Cambridge. I went along to the first one out of politeness, because I was convinced that it was going to be of no relevance whatsoever, but I would go to the first one just to see. And I was completely converted to the field. But that was only in 1997, and when I'm sitting here with these gentlemen, my past is very short. And my first publication then was only 2001 in Historiographia Linguistica, so I'm a little dot in the history of linguistics, the history of linguistics. And I guess I'm here in my role as chair of the Henry Sweet Society for the History of Linguistic Ideas at the moment, and I'm also editor of our journal, Language and History, and so it's from that perspective that what I've got to say will be said, and quite a lot of what I'm saying you will have heard put in different ways by the speakers before me, and there's a few new points perhaps for discussion. J'espère que vous me pardonnez si je parle en anglais, parce que c'est ma langue maternelle, mais ça va aussi en français. Ich könnte es auch auf Deutsch machen, ich mache es aber auf Englisch. I can't say it in Spanish, but I could understand Spanish, and I could also understand Dutch. I could say it in Dutch, but it would hurt you, so I'm not going to do it. Okay, so moving on to the present, and I'm going to talk a little bit about the structures and the sort of the public face of the discipline, if you like. And I think from that point of view, we're in a very strong position, at least in the UK, compared to how things were a few years ago. We have someone who has a named chair in the history of linguistics, Andrew Lynn. He's not here this time, but he's a very regular feature at these conferences and at other conferences. So there is actually someone with a professorship in the history of linguistics, and that's, I think, quite an important landmark, if you like. We also have Marjorie Lorch, who is here, who's another member of the Henry Sweet Society Committee, but I'm mentioning her because she is actually representing our discipline on something called the REF panel. This is the Research and Excellence Framework, which supposedly measures the quality of the research that is published in the UK, and I've got all these quotes, but nevertheless, it's very important that the history of linguistics is actually represented by someone in the discipline with some expertise. That, too, I think is a really important landmark. And I've put myself there just because I'm another person. We represent 3 different schools. There's a School of English, School of Applied Linguistics, School of German Languages, Cultures, Languages and Area Studies. So there is quite a good embedding of the history of linguistics in the UK system. Not just us, relatively senior folk, there are many other senior folk who I could have listed off, and also younger colleagues coming through in disciplines as diverse as French, Celtic studies, English, classics. So I feel that the subject is well in a very strong position thanks to all the good work that's been done over the previous years and decades. Everybody knows this, but I think it's worth saying as well. We have a strong publishing presence. We have 3 journals now. And I can only speak for myself as the editor of Language and History. At the moment, I've got loads of submissions. We're full up. I don't want to put people off, but we've got loads of submissions. We're full for the next year already, and other things are in review for the year after. It's clearly a thriving discipline, and I think it's wonderful that we can sustain 3 journals, all publishing high-quality articles and reviews which really help exchange ideas. Talking about the future, is there a 2 minutes? Yes, okay. Is there a future? Yes, there is one. There's a good crop of younger scholars here. We have a Vivian Law Prize for younger scholars,
And the people who've won it recently, I've listed a few here. I'm really delighted that I think at least 3 of the people who've won it in the last 5 years are here. Another one I know is still active in the field. So the people who are winning this prize are really going on into the field, and that's wonderful. What does the future look like? I think I have to say this because of my position on the stage here. I think the future looks gender balanced. I'm looking at the audience, and I think that is something that will be true of the future. The only thing I have to say is the previous winners of the Vivian Law Prize, there's not enough women. So if you haven't applied and you're eligible, please apply. Everybody apply, but we'd be delighted to have some more female winners. Even in the history of linguistics, women have been hard to find, and I'm doing an article at the moment on the history on women linguists, and I have worked quite hard to find a few names, and there's one that happened to be mentioned in a paper yesterday, Clara Hechtenberg-Collitz. But we women in the field, we're here, okay. What else does the future look like? I think it looks international, by which I mean, and this is recapping some of the things others have said, going beyond national philologies. Also, I think going beyond the European traditions, which have been a strong focus for in the early decades. We've done that to some extent already with the growth of missionary linguistics, but there's much more to discover. And I actually had this slide before people started talking about it. I think it's great that the history of linguistics is one branch where the object language, it's not all about English. I love that about this branch of linguistics. The future also looks interdisciplinary and reaching into non-traditional areas, I think more applied areas of linguistics, things like the history of applied linguistics, history of language teaching, history of translation, intercultural communication. I've got a big project on the history of language teaching at the moment. I've seen recent public work on the history of translating and so on. Machine translation as well. But I think we will maintain the core strength in the history of grammar and the history of lexicography, philology. I think these are key areas as well. What else does the future look like? It will embrace new methods. Digital humanities is a buzzword, and we've heard a few papers, and Bernard's work as well has illustrated that. I think a first step has been done in that a huge number of texts are simply digitally available, and that's been great. But we now need to go to the next step and actually use this technology that very few of us, speaking for myself, are really au fait with to the extent that we could be. But I think that's already happening. The other thing I think is that the history of linguistics will gradually be reaching a wider audience, achieving what in the British system is called impact. So impacting on the local society, on the national society, showing it has relevance. And I think this is a great thing. If I take the example of the history of language teaching, the language teachers that I've talked to are desperate for a sense of historical perspective because they get trained to teach what the current national curriculum is, and the minute that changes, they're completely rudderless. They have no idea where to go because they've only been taught this one particular view, and the wider context for them is something they really, really want. So I think that is a way in of showing that the history of linguistics is relevant. It may be going through the back door of some of these applied areas. The holy grail, I put social media there because I think we'll also achieve greater impact through the fact that there's a whole crop of scholars coming through for whom Facebook and Twitter are natural media and who are naturally blogging. So there is a history of linguistics blog. There are people who tweet about the history of linguistics. There is Facebook, and that too will have an impact. The holy grail for me, and I think we haven't yet achieved this, is an assumption for everybody that any linguist needs to have a little bit of knowledge of the history of linguistics. I don't think we've achieved that yet. That's why I'm so pleased that the language teachers that I've spoken to and teacher trainers really are open to that. And I think there'll be other disciplines where that is true. But that, for me, would be the holy grail that we still need to work on. And I think that's all I had to say. So, merci, vielen Dank, obrigada. Good 5 minutes you have. Yeah. Good. Conrad asked me rather late if I would give a few summary remarks after this round table, and I will be mercifully brief. I know we all are thinking of lunch,
and the cruise. However, listening to my distinguished colleagues this morning, I think I can detect several major patterns in their remarks. On one hand, I think we can all feel reassured about the successful institutionalization of our discipline, which is not saying little. I mean, if you think that back in the 70s when this project was launched, we really had no institutional structure, no designated positions at universities, no journals, et cetera, et cetera. So this is a major accomplishment that we can be, I think, very proud of. And we also got the aspect of the internationalization, possibly even spinning towards the monolingual English focus of research in the area. Hopefully that won't take the place of the languages that, after all, we are here to research in the first place. And then we hear about the digitization of resources in the discipline, which is remarkable. But of course, as Bernard reminds us, it has its limitations. It can't do everything, but it can do quite a lot. I personally have not utilized some of the databases that Bernard referenced, although I have found things like Gallica at the Bibliothèque Nationale to be very helpful, because you can do a control find and go in there looking for a specific term, and you can get lucky. You can search large numbers of things to pursue a given concept. The problem with that and with Google Books and some of the other digitization projects, however, as you all probably know, is that to the extent they're dependent on optical character recognition, you can get some weird stuff. Accents tend to vanish and all sorts of things. Lastly, I did say I would be brief. Lastly, I think we should embrace and celebrate the expanding interdisciplinarity of our own field. I think it is wonderful to remind ourselves of where we came from and what the positions were that our predecessors took in the study of language. However, I think it is equally important that we integrate our appreciation of those perspectives with what's going on in cognate disciplines such as cognitive science, neurology, developmental psychology, and so on. What I'm trying to say is, guys, we do not have a monopoly on the study of language. It's all over the place, and we can only profit by making ourselves aware of that. Furthermore, in an age when the only money out there is for STEM stuff, the smart people are getting together with colleagues in these allied disciplines where you can anchor STEM-related things, and this is a new potential for supporting our research. So I would just urge that we all embrace some of these cognate approaches to what we love to study, language. And that's all I have to say. I'm hungry too. Thank you very much. Thank you.